Studio Balado. Bonjour, c'est Rokia Bamba pour Sororité, Conversation with My Sisters, le podcast au service de la parole sororale du studio Balado. Une fois par mois, je vous invite dans mon podcast Talk Show à découvrir deux femmes flamboyantes, deux femmes engagées dans la cité, deux femmes artistes qui ne se connaissent pas, mes sisters Samantha Loadge de Wenzoki Design et Marie-Madeleine Diouf de Nounou Design. Le podcast est enregistré en public dans des lieux culturels bruxellois. Nous sommes ce soir au Café Congo dans le cadre de la dernière soirée de sa saison This is not a closing party en collaboration avec Living Traces du canal Centre Pompidou. Living Traces est une collaboration artistique entre Kinshasa et Bruxelles organisée par Canal Centre Pompidou. Merci à toute l'équipe de nous accueillir et merci au public nombreux de nous accompagner. Rokia Bamba, Sororité, Conversation with My Sisters. Samantha Loadge, Wenzoki Design, est une femme flamboyante. D'origine franco-congolaise, elle a vécu à Kinshasa, au Congo RDC, où pendant 10 ans, elle a tenu un institut de beauté. De retour en Belgique, elle a voulu repartir à zéro, en se lançant un nouveau défi. Pour ce faire, elle a suivi une formation de restauration de meubles. Wenzoki Design, créé en 2019, est né du désir de partager son héritage avec les communautés. Samantha est une grande passionnée d'histoire qu'elle intègre aux pièces chinées ici et là. Des pièces banales qui deviennent des pièces uniques. Son modèle de femme est Adama Ndiaye, as known as Adama Paris, styliste, créatrice de mode sénégalaise qui est la maman des célèbres Dakar Fashion Week et Black Fashion Week. Marie-Madeleine Diouf, Nounou, est une femme flamboyante. Nounou est une fashion designer sénégalaise, dakaroise. Elle grandit aux Parcelles Assainies, un quartier de banlieue. Après une formation en assistanat médical, elle intègre un cabinet où elle reste pendant 15 ans. Nounou n'a jamais côtoyé une école de couture ou de design. L'apprentissage s'est fait sur le tas. La passion est si grande que son évolution avec le design se fait comme une évidence. Afin de rendre possible ton souhait, ce souhait de hisser haut la création locale, tu as installé une boutique et un atelier de couture en plein cœur de Dakar. C'est dans cette fabrique que tu matérialises tes inspirations, qui s'opèrent dans les ateliers et qui donnent une importance à la réalité africaine. Le tissu local est au cœur de toutes tes créations. Le lépi, l'indigo de la Guinée-Conakry, le bogolan du Mali, du voile teint de la Mauritanie pour offrir à la clientèle des produits authentiques. La voie de la reconversion, c'est le lien qui unit nos deux invités ce soir. Citation. Raconte-leur qu'on n'est jamais une personne à part entière si on reste silencieuse. Parce qu'il y a toujours cette petite chose en nous qui veut prendre la parole. Et si on continue à l'ignorer, cette petite chose devient de plus en plus fébrile, de plus en plus en colère. Et si on ne prend pas la parole, un jour, cette petite chose finira par exploser et nous mettre son poing dans la figure. Audre Lorde, poétesse. Mes chers invités, commençons dans le vif du sujet. Nous allons partir
essayer de faire un petit détour dans le passé et dans le présent. Petite cartographie, Polaroid instantané de votre petite enfance ou de votre adolescence. De quoi vous souvenez-vous et qui a fait de vous la personne magnifique que vous êtes aujourd'hui? Marie-Madeleine? L'innocence d'être une petite fille qui vivait dans un monde sans guerre, sans malheur, sans maladie, qui après 42 ans réalise maintenant que toutes les personnes qu'elle a croisées quand elle était petite, elle est restée sur la meilleure version de ces personnes-là. Wow. Ouais. Super. Ouais. Mais qui sont-elles? C'est les camarades de classe, c'est les copines de quartier, c'est la vendeuse de poissons, c'est le charretier, c'est le footballeur du coin, c'est le vendeur de café, c'est le boutiquier. C'est toi, moi, vous qui êtes là. Oui. Et ça continue. Parce que cette innocence est restée. Elle se vit autrement, mais oui, elle est restée. La petite fille est encore là? Elle est là. Toujours là? Toujours là. Et pourquoi? Parce que c'est charmant de rester une petite fille. Ça ne nous empêche pas d'être très éveillés, de réaliser comment ce monde fonctionne. Mais il est important aussi de garder cet amour de petite fille, parce qu'on est des passeurs de lumière. Ma chérie. Moi, ça sera vachement plus simple. Désolée. Moi, je pense que la personne qui a fait celle que je suis aujourd'hui, je pense que c'est mon père, qui lui m'a transmis l'amour d'abord de sa patrie, qui m'a transmis l'amour de l'histoire. Et je pense que c'était un cas, enfin, je sais pas si c'est un cas exceptionnel, mais voilà, j'ai grandi en Belgique et j'avais un papa qui passait tout son temps à m'amener au musée tous les dimanches, à mettre des documentaires, à me parler d'histoire, à me parler du Congo, à me parler des autres pays. Et donc, je pense que c'est toute cette transmission qui m'a tellement passionnée, qui fait qu'aujourd'hui, je sois complètement dedans, en fait. Mm-hmm. Donc voilà, je dirais mon père. Ton père? Ouais, mon père. Et de quelle origine est-il, rapidement? Il est congolais. Il est congolais. De la RDC. Mm-hmm. Ouais. Que t'a-t-il transmis encore? Qu'est-ce qu'il m'a transmis? Écoute, beaucoup d'amour, je pense, parce que quand j'ai eu 21 ans, j'ai décidé de partir un peu à l'aventure et d'aller découvrir justement ce fameux pays dont il me parlait constamment. Je pense que au-delà de ça, même dans mon travail, la minutie que j'ai en travaillant vient pleinement de lui. Donc en fait, quand je le regarde et je me regarde, je me dis finalement on est pareil. Donc voilà. Mais que fais-tu en fait, Samantha? Comme tu l'as si bien dit, je fais de la restauration. J'étudie la restauration de meubles anciens. Donc j'ai terminé ma 2e année maintenant, il me reste plus qu'1 an. Mais je suis passionnée par les objets anciens et donc j'avais besoin de raconter une histoire au travers des meubles et justement d'allier le côté objet, côté histoire et d'en faire, comme tu l'as si bien dit, de faire d'un objet banal quelque chose d'exceptionnel et d'en faire un objet unique. Et voilà, donc je sais pas si je peux appeler ça de la restauration parce que pour moi c'est pas de la restauration, pour moi c'est plus quelque chose de complètement artistique. Mais concrètement, qu'on puisse s'imaginer là un meuble Wenzoki, c'est quoi? C'est des images d'archives? Il y a plusieurs volets en fait. Il y a plusieurs volets. Il y a un côté où justement je prendrais la base, donc avec ce avec quoi j'ai commencé, c'est la chaise en formica.
Et donc, le but pour moi, c'était de récupérer justement des images d'archives. Donc, je suis partie essentiellement sur le Congo des années 60, 70. Je pense pour rappeler à quel point on a eu une belle période glorieuse. Et donc du coup, ces photos-là vont être mises sur ces chaises. Et donc chaque chaise est complètement unique parce que chaque chaise raconte une histoire. Après, je suis partie de cette thématique-là, mais après, je suis partie dans l'évolution capillaire des femmes sur le continent africain. J'ai fait pas mal de chaises quand même que sur les femmes parce que je pense que c'est principalement elles qu'il faut mettre à l'honneur. Mais donc voilà, il y a ce volet-là, puis il y a aussi le volet où j'aime utiliser du coup les tissus aussi qui viennent du continent africain. Et donc voilà, donc pour moi il y a vraiment deux volets. Je pense un côté vachement plus artistique et l'autre un peu plus qui demande pas à ce qu'on soit à fond dedans et qu'on comprenne l'histoire et que voilà qu'on ait juste envie d'avoir une jolie chaise chez soi. Je suis là aussi. Après il y a pas que les chaises, il y a aussi vraiment le mobilier, le meuble, la commode, voilà quoi. Et ces images d'archives avec lesquelles tu as commencé, où les as-tu dénichées? Alors, j'ai commencé par les photos de famille. J'en avais déjà pas mal. Et ensuite, je récolte chez les gens. Je demande aux gens parce qu'en fait, je pense que les photos de photographes, il y a des droits d'auteur dessus, donc c'est plus complexe à obtenir. Mais j'aime bien aller chez les gens, discuter avec eux et leur poser des questions et à leur demander à voir les photos de famille. Et les gens sont assez enchantés en fait qu'on porte intérêt à leurs photos de famille, à leur histoire, parce que du coup ils ont plein de choses à nous raconter. Et moi c'est ça que j'aime, c'est écouter les histoires des autres, c'est pouvoir ensuite retransmettre un minimum de leur histoire sur une chaise. Et tu leur offres cette chaise ou Non. Donc tu récupères les photos. Je récupère les photos. J'offre pas la chaise parce qu'en vérité, je pense que la question ne s'est jamais posée. Ok. La question ne s'est jamais posée. C'est vrai que je récolte comme ça un tas de photos. J'ai une grosse base de données de photos, mais je pense aussi qu'il y a une catégorie, malheureusement, de la communauté qui ne porte pas intérêt à une partie, à l'art. C'est le sentiment que j'ai, que sincèrement, c'est pas tout le monde qui a cette ouverture d'esprit sur l'art. Mm-hmm. Et quand je leur explique ce que je fais, je sais pas, je pense que ça les intéresse juste pas ou ils ne comprennent pas. Donc, du coup, non, la demande ne s'est jamais faite. Voilà. C'est étrange de se délester de ses propres photos et de ne pas en voir le résultat. Mais parce que je pense là où moi je mets un intérêt et que je trouve que c'est super intéressant et que voilà, je trouve que c'est une mine d'or toutes ces photos. Pour eux ça fait partie du passé et puis en tout cas chez les personnes chez qui j'ai pu récupérer, ça fait partie du passé, c'est chouette, ils te racontent l'histoire, mais après on passe à autre chose. Marie-Madeleine, c'est là où je me dis que vous êtes sœurs, peut-être pas de la même mère, mais que vous êtes sœurs parce que Marie-Madeleine a aussi de multiples étiquettes, de multiples casquettes, et les photos d'archives, c'est ta passion. Raconte-nous un peu. Oui, je la regarde sans arrêt parce que j'ai retrouvé ma sœur, oui. Et c'est une déclaration officielle. Merci. Je suis collectionneur de photos noires et blancs et de textiles des indépendances. On est pareil. Oui. C'est très profond. Je collectionne depuis 7 ans. Et j'ai une collection d'à peu près 80 photos noires et blancs des années 40 jusqu'aux années 80. Qui parlent de photographie, parlent aussi de textile, parce que toutes ces personnes qui posent dans ces photos-là ont porté du textile. Et ce textile-là, c'est le textile des indépendances. Donc, la première exposition a été montée en décembre 2019. Elle s'appelait Fadidi. Fadidi, dans ma langue natale, c'est bienvenue. On appelle l'hôte à venir voir ce que mon peuple fait. Et voir une belle âme les reproduire sur des chaises, c'est dire aussi à cette personne, viens t'asseoir et vois ce que mon peuple a fait comme photo.
Ma motivation de collectionneur, j'avoue, tout au début, je pouvais pas donner de nom à ce que je faisais. Je savais que j'allais au village très souvent. Et quand j'arrivais dans les concessions dans nos villages, je demandais à ma famille élargie de me sortir ce qui leur reste comme héritage avec ce qui les lie au fait à leurs parents ou à leurs grands-parents, décédés ou pas. Mon premier choc a été la transmission. Quand elles sortent ces photos des armoires ou on les appelle des arcas chez nous, c'est des malles où on garde ces photos. Soit elles les mettent dans des papiers en plastique ou elles les conservent très mal. C'est pas parce qu'elles savent pas les conserver, mais c'est le seul lien qui les reste de leur héritage. Elles me remettent ces photos et la discussion démarre. On essaie d'antidater au crayon ensemble. Je demande les personnes qui sont sur ces photos, c'est qui? Quand est-ce que à peu près ces photos ont été prises? Quels sont les studios de photographie qui existaient à l'époque dans ces villages-là? Et qui étaient ces photographes? Et on finit avec les postures et le textile. Parce que je vois dans ce qu'elle fait, comme je dis en tout cas dans le slogan de ma marque de vêtements, raconter l'histoire et le vécu des peuples à travers le design. Parler de ces photos, c'est aussi parler du textile, c'est parler des postures et de la beauté de ces personnes-là. Donc ça rejoint voilà tout ce que ma sœur vient de dire. Désormais tu es ma sœur. Et je sais pas comment Rokia tu as pu C'est pas non plus. Mais sachez que oui, tout ce qu'elle a dit voilà, je la tire vers le haut parce que ça me parle en tant que collectionneur. Donc je le disais, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je pense que je suis une sorcière. Apparemment. Voilà. Vous êtes sœurs, sans le savoir, de mères donc différentes. Certes, mais vous êtes sœurs. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes reconverties professionnellement. Vous avez fait toutes les deux un virement, vraiment, à 360 degrés. Vous vous servez de l'histoire pour créer, pour partager. Nunu, je te cite, tu dis... Je m'engage à perpétuer l'histoire et le récit des peuples pour la pérennité de leur héritage. En quoi l'héritage? Et surtout, vous venez déjà de nous le dire, la pérennisation des savoirs ancestraux est-il primordial pour vous? Samantha, à toi. Je pense que c'est ultra essentiel en fait. C'est hyper important de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. C'est pas possible autrement en fait. On peut pas se construire sans connaître son histoire, c'est impossible. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a même le problème avec les enfants adoptés. S'il faut faire le parallélisme, il y a un souci. Quand tu connais pas ton origine, tu sais pas d'où tu viens, t'as un problème dans ta construction. Et je pense que c'est important du coup de connaître son histoire, de savoir d'où l'on vient, de savoir quels sont nos rites, quelles sont nos traditions, quelles sont nos habitudes. Enfin, tout ça, c'est important en fait. Et moi, je pense que j'ai eu cette envie quand j'étais à Kinshasa. Donc, comme tu l'as si bien dit, j'étais esthéticienne et j'étais principalement maquilleuse. Et un jour, en fait, j'ai eu un projet et j'ai voulu reproduire les scarifications des femmes de l'époque, voilà. Et donc, elle est un petit peu avant le Congo belge, quand il y a eu toutes ces photos qui ont été prises de toutes ces femmes dans les villages avec les scarifications, les femmes, les hommes et tout ça. Et donc, j'ai travaillé à ce moment-là avec un historien qui m'a expliqué justement chaque scarification, ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là, je pense que j'ai réellement eu le déclic sur la marche que moi j'avais à faire par rapport à tout ça. Et donc au début, je suis partie sur quelque chose de complètement make-up où je voulais tout reproduire. Et puis finalement, la vie a fait que je suis revenue en Belgique. Et là, j'avais plus envie de faire du make-up.
Et là, je me suis dit, en fait, je vais le raconter d'une manière différente dans les meubles. Mais pour moi, c'est quelque chose de ultra essentiel et c'est un gros travail que je fais même par rapport à mes enfants parce que du coup, on est en Belgique, ils sont de différentes origines et je trouve que c'est important de savoir d'où tu viens exactement. Je t'explique chaque détail. Donc voilà, je trouve que l'histoire, l'héritage est très très important. Enfin, en tout cas, ça fait partie de ma vie pleinement, quoi. À toi, Marie-Madeleine. Je dirais à ma sœur que nos peuples nous rendent que ce qu'on leur offre. Je te rassure, il n'y a rien d'académique. C'est que la transmission, il n'y a que ça de vrai. Décider de perpétuer l'héritage d'un peuple reste un devoir de mémoire pour tout un chacun. C'est valable pour nous tous et on le fait autrement. Et ce devoir de mémoire, c'est pas que voilà, être designer, être artiste, être collectionneur. Nous tous, nous toutes, on raconte des histoires autrement. Rester dans un bureau et briller est une forme d'héritage aussi, qu'on tient de nos pères, de nos mères, de nos sœurs, de la vie. Vouloir choisir la photographie, choisir d'être collectionneur, choisir de faire de la transmission sur des meubles, sur du textile ou sur autre chose, on se retrouve dans le même carrefour. Et ce carrefour-là s'appelle histoire et transmission. Donc, comme elle disait tout à l'heure, oui, offrir à ses enfants leur histoire. Parce qu'on ne leur propose pas, au fond, on leur offre ce qu'ils sont. Et après, c'est à eux de choisir l'authenticité de ce que leurs peuples ont vécu. Moi, je prends une chaise de chez elle. La chaise, on ne va pas s'asseoir dessus. Hein. On va la contempler. Oui. Je vais l'encadrer, ta chaise. Excuse-moi, mais... Ouais, donc, je te rassure. Ce peuple-là, ce métissage, ce brassage te rendra et te rend que ce que tu leur offres. Bien sûr. Et ça va continuer parce que c'est que plénitude. Vous écoutez Sororité, Conversation with My Sisters, un podcast du studio Balado. Merci au public chaleureux qui nous accompagne. Awa Thiam est une écrivaine, anthropologue et personnalité politique féministe sénégalaise. Elle est l'auteure de La parole aux négresses, publié en 1978. Premier texte africain dans lequel sont ouvertement dénoncées des pratiques comme la polygamie, la dot ou les mutilations génitales. Elle est actuellement présidente de la Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles, fondée en 1982. Awa Thiam propose des axes de réflexion pour qu'une réelle sororité soit appliquée et que les Africaines fassent vraiment entendre leur voix dans leur société. Le mariage est une institution, mais une institution profitant à qui ? Aux hommes qui en profitent pour asseoir leur domination sur les femmes. Il est urgent de le rappeler et Awa Thiam insiste là-dessus, que les réalités des Africaines ne sont pas les mêmes que celles des Européennes ou encore des Américaines. Là où l'Européenne se plaint d'être doublement opprimée, la femme africaine l'est triplement. Oppression de par son sexe, de par sa classe, de par sa race, sexisme, racisme, existence de classe sociale, capitalisme, colonialisme ou néocolonialisme simultanément.
Les femmes africaines se retrouvent à l'intersection de plusieurs oppressions. Oppressions visant à nier leur condition d'être humain. Pour pouvoir se libérer, elles doivent se lever et lutter contre ces sociétés fondamentalement patriarcales, avant de pouvoir établir une sororité avec d'autres femmes de contrées étrangères. Car, en fin de compte, les femmes de toutes les sociétés s'accordent autour d'un même but, l'éradication du plus fort. Voilà, du patriarcat. Les femmes refusent l'invisibilisation qui est la leur et réclament leurs droits. En d'autres termes, on va dire qu'il s'agit non d'une course de vitesse, mais d'une course de fond. Que les femmes s'arment en conséquence pour la mener à bien. À Watiam, à mon avis, Marie-Madeleine, tu la connais. Ce n'est pas pour rien que je l'ai choisie, puisqu'elle est une des premières femmes africaines qui, en 1978, a écrit La parole aux négresses, dont Beverly Crenshaw s'est servi pour écrire son pamphlet sur l'intersectionnalité, donc précurseuse. Donc elle le dit bien, il s'agit donc d'une course de vitesse qui ne s'agit pas d'une course de vitesse, mais une course de fond. Comment nous dévoiler, comment nous, femmes noires, nous montrer, ne plus être invisibles. Or que nous sommes les valeurs ajoutées de la société, de toutes les sociétés. Restons nous-mêmes, déjà, c'est important. La constance en toute chose reste le maître mot pour que je partage avec toutes ces femmes africaines. Savoir ce qu'on veut, où est-ce qu'on va aller, que représente la vie pour nous, quelle forme d'amour on a décidé de donner. Nos choix définissent notre avenir. Awacham a été futuriste parce que ce qu'elle raconte dans son ouvrage, c'est ce que nous vivons présentement, mais nous le vivons autrement. Je vous rassure, les mentalités ont beaucoup évolué. En tout cas, au Sénégal, il y a du chemin à faire, c'est clair. Mais les femmes savent ce qu'elles veulent. Celles qui ont du mal à décider pour elles, c'est à nous de les tirer vers le haut, de les accompagner sans jugement et sans parti pris. Parce que même dans ce silence-là qu'elles ont de ne pas pouvoir décider ou que leur modèle d'éducation ne leur a jamais permis de décider de ce qu'elles veulent de leur vie, on est tenu de respecter leur modèle d'éducation. Personnellement, tout ce que Awacham a écrit me parle énormément. Soyons libres de tout ce que nous voulons faire de nos vies. Mais dans cette liberté-là, tenons compte des réalités de nos familles, de nos cultures. Liberté plus réalité de nos peuples fait de nous des femmes accomplies et conscientes. Parce que je reviens encore, cette transmission passe par la liberté et l'héritage. Je rêve d'un monde où autant la femme décidera pour ses enfants que l'homme. Et on y arrive, on n'est pas loin de tout ça. Mais derrière toutes ces décisions-là, moi, Nounou, en tant que femme africaine et sénégalaise, je porte une grande attention à la culture et à l'héritage, où
c'est l'homme qui décide presque de tout. Mais cette décision-là, je la transforme autrement. Soyons sur des compromis, mais des compromis qui nous valorisent, des compromis qui nous ouvrent des tiroirs de choix et de liberté. Samantha. Non, sérieusement, elle a tout dit. Je retiens une phrase qu'elle a dite, c'est liberté et réalité. Je pense que c'est ça le plus important. Mais par contre, il y avait une chose dans laquelle j'étais pas d'accord dans le texte. Ouh, la sororité? Non, du tout. Non, au contraire. Quand elle parle de dot, moi, je suis pas contre la dot. Au contraire, c'est quelque chose que j'aime et que je trouve beau. Et donc, le mettre à côté des mutilations, ça me gêne. Parce que j'estime que c'est pas au même niveau. Et je pense que quand on met la dot au même niveau que les mutilations, c'est comme si la dot, au jour d'aujourd'hui, c'était j'achète ma femme. Or que clairement, c'est pas ça, en fait. C'est pas j'achète ma femme, c'est je rends honneur aux parents pour la fille, la femme que je viens épouser, c'est je leur rends honneur. Donc, je comprends pas le fait que ce soit côte à côte. Donc moi, c'est vraiment ça qui me gêne. Après, elle a été merveilleuse sur tout ce qu'elle a dit, donc je peux rien rajouter. Super. Bon, malheureusement, ce livre est introuvable parce qu'il n'a plus été réédité. Et c'est la maison d'édition de Noël qui l'avait édité en 78. Si vous avez de la famille qui a ce bouquin, volez-le. Je vous encourage et offrez-le-moi. Merci. Vous aurez ma reconnaissance éternelle. Vraiment. Alors, on poursuit. Futur et espoir, hein, on va pas se quitter comme ça. Le design, surtout, voilà, vous avez à mon avis, une définition propre de ce mot, de ce que vous faites, de cette passion pour laquelle vous vivez. Qu'est-ce que le mot design représente pour vous, Samantha? Ouais. Alors, design. Pour moi, le design, c'est la beauté. C'est la beauté, c'est de pouvoir faire ressortir ce qu'on a dans la tête et de pouvoir le retransmettre sur un objet ou sur un tissu, enfin peu importe. Mais c'est vraiment ça, c'est prime abord la beauté. Parce qu'en vérité, tout pourrait être design. Tout pourrait être design. Donc, ouais, la beauté. Pour moi, c'est vraiment le maître mot, c'est ça. Ouais. Le design, passion. Le design, c'est le beau. Je le résume en deux choses. Et ce sentiment qui m'habite depuis quelques années. On teint beaucoup dans nos ateliers, mais avant de teindre, il y a un process. Et le process, c'est faire des ligatures, sortir le design à l'aiguille avec des fils, tremper le textile, faire le rinçage, teindre, rincer, couper les fils et sortir le motif qui est le design. Je trouve juste que le design, c'est la rencontre de nos ressentis et d'un acte fini. On a ce désir, on a cette inspiration de produire quelque chose, de produire, de proposer une œuvre. Mais l'œuvre, tant qu'elle n'est pas finie, on peut ne pas savoir jusqu'où elle peut marcher avec nous. Donc c'est ça le design. Ça sur la teinture, sur les métiers à tisser, sur le tissage. On a eu la chance pendant la biennale d'installer des métiers à tisser à l'aéroport de Dakar où les passagers pouvaient voir les tisserands en direct tisser. Une dame est venue me dire un soir où j'étais passée voir les tisserands, comment peut-on sortir un textile avec
un fil, tissé fil par fil. Parce que le geste, il est simple. Ça fait ça. C'est l'aller-retour qui représente nos vies au fond. Et donc cet aller-retour-là, c'est des liens. Ça veut dire on remplit et on sort des étoffes. C'est juste sublime. Mais cette inspiration-là, oui, on en fait ce qu'on veut. Elle ne nous appartient pas. Et ce serait important un jour qu'on pose le débat sur l'inspiration, pas des artistes, mais de tout un chacun. Parce que moi, j'ai jamais eu de réponse sur d'où me venait cette inspiration. Parce que quand elle est là, elle est fluide, même si elle peut ne pas être claire au début. Mais la finition, c'est le design, c'est un jeu de mots. On pouvait l'appeler beauté, authenticité. Oui, c'est un jeu de mots. Qu'est-ce qui fait que, pour toi, quand tu coupes et que tu dessines un tissu et que qu'est-ce qui te dit, voilà, il est terminé, je l'ai fini? Un vêtement n'est jamais fini chez moi, c'est source de conflit dans mes ateliers. Quand un vêtement est fini, j'ai plus envie de le voir. J'ai plus envie de le voir. Quand l'inspiration est là, déjà quand elle est là, j'ai pas assez de patience, mais tu me diras, ma sœur, si l'inspiration est là, si tu es patiente. Non. Moi aussi. Je suis pas patiente. Il faut sortir le bébé et rester peut-être un peu à la maternité après ou à la clinique et sortir. Donc dès que la collection sort, j'ai plus envie de la voir. Je suis sur autre chose. Mais un coach m'a fait savoir aussi que quand la collection sort, on est tenu de l'accompagner et de la nourrir. Ça devient une répétition pour la créatrice ou le créateur. Mais pour la personne qui décide d'acheter cet engagement, parce que c'est pas qu'un vêtement, une chaise ou une table, c'est un engagement par rapport à ce qui nous lie à cette inspiration, et que cette inspiration demande énormément de fidélité. On est tenu d'accompagner. Mais accompagner aussi, c'est répéter les mêmes gestes. Parce que devant une chaise qu'un client va acheter, oui, tu pars de pièces uniques des fois. Mais même dans cette pièce unique-là, elle est capable, ce client est capable de te poser chaque question pour chaque photo. Pareil dans le maquillage, dans tout ce que tu as eu à faire, même un mode fond de teint, même si moi je ne sais pas de maquiller. Mais pour finir, oui, le design, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité. Ouais. Samantha. Oui. Non, mais je pense comme elle, moi je suis très très vite agacée quand je fais un meuble, une chaise. J'ai vite envie de m'en débarrasser parce qu'en fait aussi, dès que je le vois, c'est jamais terminé en fait. C'est jamais fini. D'ailleurs, j'ai des pièces, j'ai envie de dire, qui restent dans mon atelier et qui malheureusement prennent la poussière parce que j'estime que c'est pas prêt à sortir. Je pense que si on me force pas à les sortir, je les sortirai pas, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours ce truc d'inspiration. On a toujours un truc supplémentaire à rajouter. Vu que l'inspiration vient de plus en plus et il suffit d'être nourri par, je sais pas moi, par un truc qui passe et tu te dis, ah tiens, je pourrais faire ceci, faire cela. Donc voilà, en plus moi j'aime travailler tout ce qui est symbolique, les symboles africains, comme elle a parlé de symboles Adinkra. Quand même. Magnifique. Vous rejoignez, moi je sais pas, il y a une collaboration à faire. C'est clair. Je dis ça, je dis rien. Que symbole africain, donc ça va être l'adinkra, ça va être les symboles justement qui sont sur les tissus kuba. Ça va être le mandombe qui est une écriture. Enfin voilà, toutes ces formes, tous ces symboles, j'aime énormément les travailler et donc pour l'instant, c'est là-dessus que je travaille principalement. Et je vous assure, c'est très compliqué de me canaliser parce que j'ai envie d'en mettre partout, mais c'est pas possible. C'est pas possible.
Alors, on va terminer sur un petit mot de fin, pour un petit mot d'espoir. C'est comment, à vos sœurs, vous leur donneriez comme conseil pour justement oser et oser être, en fait. Voilà. Moi, je dirais que il n'y a pas à avoir peur, en fait. Moi, je pense que moi, dans la vie, la seule chose dont j'ai peur, c'est de vivre avec des regrets. Et rien que ça, en fait, c'est vraiment le conseil que je donne, c'est si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. N'aie pas peur d'être ce que tu es, n'aie pas peur de faire ce que tu aimes, parce qu'à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, tu le feras bien. Donc, sincèrement, moi, je dirais aux gens, faut foncer. T'as une passion, t'as un truc, t'as envie de faire, bah, fais-le. Super. Moi, je m'en empêche pas, en tout cas. Donc, faut le faire. Voilà. Marie-Madeleine. Je dirais à toutes ces femmes de ne déjà pas avoir peur d'être seule. Être seule ne veut pas dire rester seule. Chaque cheminement est personnel. Chaque femme a son étoile. Chaque femme a sa vie. Ma vie n'est pas la vie de ma sœur Samantha. Et choisissons d'avoir nos vies. Et toutes les personnes qu'on croisera dans nos vies, que ce soit nos conjoints, nos enfants, nos copines, nos sœurs, feront un chemin avec nous. À un moment, elles feront leur route sans nous. Et c'est là où on doit être à l'apprentissage de la solitude, du silence, de la contemplation et ne jamais avoir peur d'être seul. Parce que c'est quand on est seul qu'on se travaille, qu'on s'écoute pour pouvoir offrir à l'autre qui vit avec nous, qui est de passage, avec qui on est dans le même bus ou le métro, la meilleure version de notre être. C'était Sororité, conversation avec mes sisters, Samantha Lohadj et Marie-Madeleine Diouf. Ce podcast a été enregistré en public au Café Congo à Bruxelles le 1er juillet 2022. Merci à mon producteur et réalisateur Michel-Ange Vinti. La prise de son est signée David Federman. La production et l'administration Julien Barbier. Merci à toute l'équipe du Café Congo, Gia Abrassard, Adama, la régie générale, Fabrice Laurent et Simon Choquet. Sororité est une production du studio Balado, association sans but lucratif. Vous pouvez nous contacter sur Instagram et Facebook ou nous écrire directement à l'adresse studio@studiobalado.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci au public présent et merci pour votre écoute. Ciao, à bientôt.